Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le 24 janvier 2012, le Mali est choqué par le massacre de près de 153 militaires à Aguelok selon certaines sources. Une attaque revendiquée en son temps par le MNLA et en Sardine. 5 ans après, les parents des victimes sont toujours dans l'attente des résultats de l'enquête. Où en est-on donc avec cette enquête? Faut-il, au nom de l'unité nationale et la paix, nous pardonner les uns les autres? Quels sont les enseignements à tirer de ce drame? Nous faisons le point avec nos invités qui sont Ilad Ag Mohamed, il est de la CMA, c'est l'un des porte-parole du MNLA, Younoussa Touré de la CMFR2, Belko Wologem, spécialiste des questions sécuritaires, et Maître Khalifa Yaro, il est avocat. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Nouhoundjiri. Le grand dialogue. Devoir de mémoire, il y a 5 ans que le capitaine Sékou Traoré Dibad perdait la vie avec plusieurs de ses hommes. Selon une source française proche du dossier interrogé par l'AFP, au total, il y aurait eu 82 morts lors de ce massacre commis à Aguelok le 24 janvier 2012. D'après l'association de l'homme, AMDH, il y a eu exécution sommaire sur 153 militaires du camp d'Aguelok, égorgés ou tués d'une balle dans la tête. Alors, Younoussa Touré, vous êtes de la CMFR2, dites-moi, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce drame survenu à Aguelok le 24 janvier 2012 ? Bon, je ne sais pas si on en sait un peu plus. Vous me permettez d'abord, avant de répondre à cette question, d'avoir une pensée pour ces soldats qui ont perdu la vie pour une cause nationale, de prier Dieu pour qu'il les accueille dans sa grâce et souhaiter que notre pays ne connaisse plus, malheureusement, de tels massacres. Est-ce qu'on en sait plus? Je pense que depuis un certain temps, l'affaire est restée au niveau de la justice. Il y a eu entre-temps des négociations pour arriver à un accord pour la paix. Et j'ai le sentiment que les négociations pour arriver à cet accord ont eu tendance à noyer un peu le sujet. De sorte qu'on en parle très peu. Mais dans ce conseil, l'accord n'absout pas les auteurs de ces crimes, s'il y en a qui les ont revendiqués. Je pense que la justice va continuer son travail parce que le problème est toujours pendant au niveau de la justice. Et nous avons dit la réconciliation, mais il est certain que la réconciliation, le pardon, n'enlève pas vraiment la nécessité de faire justice. Et je pense que cette justice va sévir le moment venu. Merci Younoussa Touré. Nous avons également en ligne Ilad Ag Mohamed de la CMA. Bonsoir Ilad. Dites-moi, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé à Aguelok ce 24 janvier 2012? Bonsoir Tamani, merci. Désolé pour ne pas être à l'heure exacte. Vous êtes tout excusé. On est au début de l'émission. À Aguelok, je crois qu'il y a déjà une commission gouvernementale le 21 février 2012 qui a établi un rapport sur Aguelok et qui confirme que le meurtre des soldats de l'armée gouvernementale était l'œuvre d'Aqmi. Je crois que ça c'est clair. Alors, en son temps, on a vu justement certains cadres du MNLA manifester, d'ailleurs revendiquer un tout petit peu cet acte d'Aguelok. Je me rappelle qu'il y a effectivement des cadres sous l'euphorie et puis des cadres qui n'étaient pas mandatés pour ça. Je me rappelle que certains étaient en Europe, qu'ils n'étaient absolument au courant de rien de ce qui s'est passé sur le terrain et qui se plaisaient à dire que c'était le MNLA, mais ce n'était pas des voies autorisées. Alors, quel est votre ressentiment en tant que CMA et particulièrement membre du MNLA face à ce drame qui est survenu à Aguelok aujourd'hui? Ah mais écoutez, c'était de l'horreur en réalité.
près de 100 personnes égorgées, on ne peut que déplorer un tel acte. Comme tout autre, il y a eu beaucoup d'actes de ce genre. Vous savez, de 2012 à maintenant, le pays a connu tellement d'horreurs. Il y a eu des assassinats en dehors de celui d'Aguelhok. Moi, je vais profiter pour rappeler des assassinats qui ont eu lieu aux yeux de tout le monde. Vous vous rappelez de M. Ali Ould Kabbani qui a été assassiné et puis enterré à Tombouctou. Il venait donner un bœuf à l'armée dans le camp de Tombouctou. Il a été retrouvé assassiné. Et au nom de la mémoire de tous ceci, je présente mes condoléances aux familles des victimes, aux familles des militaires aussi qui ont été égorgés à Aguelhok. Et ça s'étend d'ailleurs. Ceci s'étend d'ailleurs aux victimes, aux dernières victimes de cet attentat ignoble qui est arrivé à Gao, qui a fait plus de 77 morts, où toutes les parties ont perdu des hommes. Les Maliens sont morts à ce moment-là. Alors, nous avons également Belko Ologem, il est spécialiste en sécurité. Belko, dites-moi, quand on parle de Aguelhok, le 24 janvier 2012, qu'est-ce que cela vous suggère en fait? Merci bien, Radio Tamani, de nous avoir invité à ce funeste anniversaire. À Aguelhok, d'abord je commencerai par m'incliner devant la mémoire des voyants soldats, n'est-ce pas, qui sont tombés en mission d'État et qui ont été effectivement sauvagement massacrés, parce que c'est un massacre qui est quand même sans précédent. Si égorger des soldats, exposer leurs corps ou envoyer des images à leurs parents, c'était des procédés qu'on n'avait jamais rencontrés encore. Donc c'est pour vous dire toute l'horreur en fait de ce qui s'est passé à Aguelhok. Donc on ne peut vraiment qu'être très chagriné, voilà, très marqué, et présenter les condoléances encore, parce que vous savez, ça laisser des traces indélébiles ce qui s'est passé à Aguelhok, parce que c'est quand même, comme je le disais, dans l'histoire contemporaine du Mali, c'était des méthodes d'assassinat quand même sans précédent. Aussi massivement, des soldats ligotés, égorgés, on n'en avait pas connu encore, de cette ampleur. Donc voilà pourquoi c'est une date vraiment qu'on doit retenir dans la mémoire collective. Et à Aguelhok, ça rappelle quand même beaucoup de choses. D'abord, si vous prenez Aguelhok, moi je dirais c'est d'abord l'inhumanité, c'est des commanditaires. Ceux-là, c'est qui ont perpétré ces actes-là dans le firmament culturel historique que nous connaissons au Mali, sans distinction de quelque groupe ethnique que ce soit. On ne peut pas s'imaginer que des Maliens, c'est lui qui pouvaient faire cet acte-là à des Maliens. Et c'est pourquoi on est choqués, on est resté choqués jusqu'à aujourd'hui, et pour se demander comment est-ce que c'est arrivé. Comment des Maliens, au nom de quoi c'est lui qui peut perpétrer de tels actes, c'est le cas des Maliens. Mais après, on a compris que ce n'était pas seulement que des Maliens, puisque c'était un groupe composite un peu de Maliens avec des alliés étrangers et tout ce qui s'ensuit, mais ça a choqué. Et ça reste encore dans la mémoire collective des événements vraiment les plus sanglants de l'histoire récente de notre pays. Merci maître. Alors nous avons également maître Khalifa Yaro, vous êtes avocat. Alors on a vraiment l'impression que la justice traîne, que l'enquête n'avance pas. Les familles ont besoin de savoir ce qui s'est passé et de traduire certains responsables. Alors qu'est-ce qui se passe en général dans ce genre de cas? C'est regrettable. Je crains ici de dire des propos parce que je ne suis pas la voix la mieux autorisée pour parler de ces enquêtes-là. Toutefois, j'ai joint ma voix à celle de mes prédécesseurs pour réitérer notre requête auprès de l'Éternel pour le repos de l'âme des défunts. S'agissant de Aguelhok, il y a plusieurs dispositifs qui sont envisagés, mais aussi il y a plusieurs dispositions qui sont prises. N'oublions pas que tous ces contextes
a été moulé dans le processus de réconciliation et de justice transitionnelle. Ce processus qui repose sur des piliers dont la vocation initiale était d'abord la lutte contre l'impunité des violations graves et massives des droits de l'homme. Et les massacres d'Aguelhok sont en réalité des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Alors, il nous l'a rappelé, hein, il n'y a pas que ces massacres d'Aguelhok, il y a eu d'autres actes d'ailleurs perpétrés par d'autres groupes. Je concède par d'autres groupes, par tous les belligérants. Mais je crois que le débat tourne autour du massacre d'Aguelhok. Permettez-moi de focaliser carrément mes développements autour des massacres d'Aguelhok. Je disais tantôt qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises, notamment la veille des faits ignobles. Il y a une commission d'enquête nationale qui a été mise en place, conduite par un officier de la police djamoutene, pour aller prendre effectivement l'envergure des faits. Alors est-ce que vous avez l'impression justement que cette enquête-là avance? Oui, l'enquête avance. Vous savez, ce qui est prévu dans l'accord là nous protège pour voir un jour la justice éclore. Parce que dans l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, au titre 5 et à l'article 46, vous trouverez des dispositions claires et nettes, notamment la non-amnistie de certains crimes graves, mais aussi leur caractère imprescriptible qui est consacré tant dans des conventions internationales que dans les dits accords. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la justice piétine, un jour elle sera rendue et que les auteurs, même dans leurs vieux jours, c'est-à-dire quand ils seront même au bord de leur tombe, on pourrait les juger. Mais maintenant, ce que vous dites est un peu justement face à l'impatience, justement, l'impatience et tout. La soif de savoir. Bon, je crois que des actes ont été posés et techniquement, il y a certains acteurs qui sont à pied d'œuvre, notamment la CPI qui avait été saisie, si ma mémoire ne me trompe, depuis le 12 juillet 2012. Et en fait, les enquêteurs de la CPI sont sur le terrain. Mais ils ne font pas leur travail à tambour battant. Ils sont en train de chercher à dénouer effectivement les faits. Et toujours est-il que, comme épée de Damoclès, leur menace pèse sur les auteurs de tels actes. Aujourd'hui, c'est très clair que effectivement les commanditaires de ces actes ignobles sont connus. Il s'agit, comme vous l'avez dit, des AQMI et de son allié, les MNLA. Mais maintenant, nous sommes dans un processus plus global de réconciliation et qui requiert qu'on consolide la paix tout en ayant une attention particulière pour la lutte contre l'impunité. Et à mon avis, un jour, justice sera rendue pour le Mali et pour les parents des victimes de ce massacre ignoble. Merci. Nous allons prendre quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour la suite de cette émission. Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Merci de rester connecté au Studio Tamani. L'attaque d'Aguelhok, 5 ans après, nous faisons le point justement sur les avancées. Nous allons écouter Maître Mokhtar Mariko qui nous a donné une interview aujourd'hui qui parle justement de cette situation. Tous les Maliens attendent une réponse à cette question. L'État du Mali a porté plainte pour le massacre d'Aguelhok et pour d'autres crimes. Et comme vous le savez aussi bien que moi, la CPI, compte tenu du fait de l'inaccessibilité de l'endroit, c'est-à-dire Aguelhok, à cause de l'insécurité, a voulu se rabattre sur la destruction des mausolées. Et pour le moment, elle nous dit qu'elle n'a pas les moyens de venir enquêter correctement et proprement à cause de l'insécurité qui sévit au nord du Mali. Mais cela ne voudrait pas dire que cette charge a été abandonnée. Nous sommes là pour y veiller avec notre partenaire de la FIDH. Ce dossier-là, nous le suivons. Nous avons aussi sollicité la mise en place d'une commission internationale pour
pouvoir enquêter aussi en toute impartialité sur tout ce qui s'est passé au nord du Mali, précisément à Aguelhok. J'interpelle la CPI à ne jamais abandonner cette charge-là, parce qu'il y va de la stabilité du Mali, il y va de la lutte contre l'impunité. Donc c'était donc Mokhtar Malikou au micro de Studio Tamani. Younoussa Touré, vous êtes la CMFPR2. Est-ce que faut-il au nom de l'unité nationale et la paix nous pardonner les uns les autres, hein? Est-ce qu'il faut se parler, laisser passer? Par exemple, on parle de la conférence d'entente nationale en mars. Est-ce que Aguelhok doit être l'une des questions fondamentales qui devrait être débattue là-bas pour que les Maliens puissent se pardonner? Bien, moi je pense que le pardon, c'est quelque chose d'indispensable. Il faut absolument que certains crimes ou des crimes puissent être pardonnés pour avancer. Mais, quoique Maître l'a dit tout à l'heure, pardonner ne signifie pas oublier, pardonner ne signifie pas aussi laisser dans l'impunité. Pardonner parce que on a coutume de dire quelque part que le sang appelle le sang. Si on ne pardonne pas, peut-être plus tard, ce sont les enfants de ces mêmes soldats qui vont vouloir aussi se venger sur ceux qui sont présumés être les coupables, même s'ils ne sont pas connus coupables de ce massacre. Donc il faudra qu'on pardonne. Et je me réjouis d'ailleurs que ce soit le Studio Tamani qui commémore ce triste anniversaire. On aurait pu aussi commémorer ça ailleurs. J'espère que les radios nationales, les journaux nationaux aussi vont faire la même chose. Pardonner ne signifie pas oublier et il appartient aussi à l'État de faire en sorte que les gens n'oublient pas. On aurait pu, depuis 5 ans, élever au moins une stèle à la mémoire de ces soldats. Non pas parce que c'est des soldats qui sont morts en guerre, c'est parce que c'est des soldats qui sont morts de manière atroce. Ce qui fait que ça doit marquer les mémoires pour que des événements comme ça n'arrivent plus. Alors, ceci dit, il y a la commission Justice, Vérité et Réconciliation qui est chargée de connaître de tous ces actes. On va en reparler tout à l'heure justement de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Donc, pardonner, je crois que c'est absolument indispensable aujourd'hui qu'on aille vers ce sentiment-là. Parce que, comme on le dit quelque part, Dieu lui-même, il est pardon. Mais il faut pardonner en cultivant dans la mémoire de nos populations, de nos enfants, que c'était quand même un acte ignoble, qu'on a de la peine à pardonner, mais qui ne doit pas se répéter. Il faut que les jeunes savent ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié, peut-être si vous n'aviez pas rappelé. Je pense maintenant même si à leur terme, des dispositions ont été prises pour commémorer cet anniversaire. Je crois que c'est la première fois que j'entends des gens commémorer ça. Peut-être que je ne suis pas beaucoup l'actualité, certes, mais c'est la première fois que je participe quand même à une action comme ça. Merci. Alors, Iladag Mohamed de la CMA, on a vu quand même que la CPI a déclaré avoir beaucoup de difficultés à enquêter sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement, ou est-ce que ce n'est pas une utopie finalement 5 ans après de vouloir enquêter pour savoir ce qui s'est passé exactement? Non, pour moi, jamais. C'est loin d'être une utopie. Comme l'a dit Maître, je suis très heureux, Maître, qui vient de parler. Maître Yaro, Maître Khalifa Yaro. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute, on vous reçoit. Donc je disais que tôt ou tard, il y aura une enquête internationale. Ça a été déjà consigné dans l'accord d'Alger. Nous, on n'arrête pas de rappeler que cette commission d'enquête internationale doit rapidement s'ouvrir pour enquêter sur tous les crimes, dont les crimes d'Aguelhok. Et je crois qu'on n'oubliera jamais. L'insécurité, je crois que ce n'est pas une insécurité à vie. Tôt ou tard, les conditions seront réunies pour permettre aux enquêteurs internationaux d'enquêter sur ces crimes. Bien sûr que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas tenir compte de ce que les commissions nationales ont eu à faire aussi, c'est important. Donc c'est sûr que leurs rapports seront mis en contribution pour que toute la vérité éclate. Vous savez, tant qu'il n'y a pas de justice, c'est difficile de réconcilier d'une manière effective. Donc c'est bien de juger, c'est bien que les gens sachent qui a fait les crimes, les familles ont droit de savoir. Et ensuite, le pardon sera un pardon, si vous voulez, un pardon bienvenu.
Merci Ladin, restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Belko Ologem, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Il y a certains qui se plaignent, ils disent qu'il n'est pas normal d'incarcérer un général Sanogo alors que des présumés responsables du massacre d'Aguelok sont en liberté, ou mieux encore qu'on relâche des terroristes du côté de Bamako. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, moi je crois que les plaintes, c'est tout à fait normal et légitime. Il faut que dans notre pays, on sorte de la logique de 2 poids 2 mesures. Où c'est-à-dire que tous les criminels, c'est-à-dire qu'ils sont traités au même pied d'égalité. N'est-ce pas? Des crimes ont été commis à Agalok, c'est pourquoi nous célébrons Sanogo et ses hommes sont présumés commettre des crimes à Diago, voilà, sur des soldats maliens aussi. Et s'ils sont arrêtés, jugés, il n'est pas de raison. C'est-à-dire qu'on cherche à amnistier pour quelque raison que ce soit, n'est-ce pas, avant de situer les responsabilités. C'est pourquoi les plaintes, pourquoi je dis que sont tout à fait normales et légitimes. Et je suis d'accord avec Maître Yaro, mes prédécesseurs, Maître Yaro, et pour dire que lorsque vous parlez parce que de pardon, il faudrait quand même que des responsabilités soient situées. Parce que des crimes aussi graves, et même si c'est lui qu'il est dit, parce que nous avons vu quand même des tentatives déjà, c'est l'inquiétude des uns et des autres, c'est quoi? Lorsqu'on a vu le ministre de la Justice à l'époque lever quand même des mandats d'arrêt internationaux, les gens ont de quoi s'inquiéter. Est-ce que ce n'est pas au nom de la paix, justement? Oui, mais au nom de la paix, mais la paix ne peut pas se faire sans justice. Et que on sait qu'en matière de procédure judiciaire, c'est des choses qui ne se font pas. Je parle sous le contrôle de maître. On ne peut pas lancer un mandat d'arrêt, n'est-ce pas, contre des criminels, et sans que la procédure n'arrive, c'est dit qu'à la fin, on interrompt pour dire que non, voilà, on abandonne, on arrête, c'est dit que le mandat, et qu'au nom de la paix, voilà, on arrête les poursuites. Moi, je crois que ça, c'est... S'il y a des gens qui sont inquiets, n'est-ce pas, par rapport à ce massacre d'Agalok, il y a effectivement des actes qui sont posés de gauche à droite, souvent de la part des plus hautes autorités, qui inquiètent. Est-ce qu'on risque de ne pas passer, c'est dit que ces crimes graves-là, voilà, on risque de ne pas passer l'éponge là-dessus. Sinon, on n'a pas compris exactement pourquoi il y a eu des actes de ce genre. Donc moi, je crois que on ne peut pas demander, n'est-ce pas, des gens ont raison que justice soit rendue. Et le représentant de la CEMA, M. Ilad Ag Mohamed, l'a rappelé qu'il y a eu des crimes, c'est du cas à Galok, il y a eu des crimes partout, n'est-ce pas, et des crimes continuent à être commis. Il faudrait que chacun, c'est du cas qui pose des actes criminels, sache qu'effectivement, un jour ou l'autre, il aura à faire face, c'est du cas à la justice. Mais il ne faut pas qu'il y ait des gens, c'est du cas qui, au nom de la paix, voilà, sont... je ne sais pas, privilégiés, entre guillemets, ou ne sont pas inquiétés, et que d'autres, par contre, c'est qu'ils sont inquiétés. Donc cette justice à double vitesse, je crois que c'est l'inquiétude de beaucoup de Maliens par rapport au problème d'Agalok, c'est surtout particulièrement à ce niveau-là, et de l'acte de lever de mandat d'arrêt, ou c'est pas, voilà, à l'époque ça fait beaucoup de bruit, mais c'est passé après, et puis donc on a raison de s'inquiéter. Et là aussi, mon cousin Maïga l'a dit, si ce n'est pas, c'est du Touré, hein, voilà, si ce n'est pas, bon, Touré Maïga c'est la même chose. Si ce n'est pas, c'est du que Radio Tamani, effectivement, à Galok, voilà, ça passe sous silence. Et ça, ce n'est pas normal. La gravité des actes commis, je crois que annuellement même ça doit être commémoré, et il l'a dit, je suis parfaitement d'accord. Si on a mis les stèles au monument Damien Boiteux à Konna, il n'est pas de raison qu'on ne mette pas pour nos propres soldats, qui eux aussi sont sacrifiés pour la nation. Donc voilà pourquoi je crois que les gens, les inquiétudes, c'est qu'on ne passe pas sous silence voilà, ces crimes-là, et qu'effectivement, tous ceux qui ont commis les crimes, que ce soit SEMA, MNLA, Djihadis, ACMI, Sanogo et son groupe, et tous les autres criminels. L'armée malienne, voilà, peut-être même aussi. L'armée malienne, là où elle a commis des exactions, il faut que les responsables répondent de leurs actes. Et c'est en cela seulement que nous pourrons parler, c'est du que de réconciliation. Sinon, je crois qu'on va être dans une logique permanente, c'est du que de revanche. Merci, merci. Vous souhaitez réagir très rapidement avant de donner la parole à Maître? Oui, on va donner la parole à Maître. Je pense qu'il faut un peu faire la part des choses. Je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas là pour répondre au gouvernement, mais je sais quand même que ceux qui ont été l'objet de la levée de l'immunité
bon, je ne fais pas parler de raison d'État, mais je pense que souvent, on peut dire que la réconciliation, souvent, n'a pas de prix. C'était des présumés. Lever la mesure comment vous avez appelé ça encore, de mandat d'arrêt, ne signifie pas que les poursuites ont été abandonnées, dans la mesure où, on vous l'a rappelé, la commission doit connaître des crimes commis depuis les années 60. Donc, lever le mandat d'arrêt, c'était effectivement pour permettre d'aboutir à cet accord-là où nous sommes aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui ne peuvent pas circuler, qui ne peuvent pas venir. Donc moi je pense que, encore que, il vient de le dire, ces responsabilités-là sont vraiment à situer. Ceux qui, d'après eux, ont légèrement fait cette apologie du crime qu'ils connaissent parmi eux, eux aussi sont des complices parce qu'ils ont fait l'apologie du crime. Il faut que le MNLA, en tout cas, extirpe ces gens-là de ses rangs si vraiment le MNLA veut redorer son blason. Mais s'il y a des cadres du MNLA qui sont coupables de ça, l'histoire nous le dira. Mais il fallait quand même que nous ayons ces gens-là devant nous pour parler, pour pouvoir avancer et mettre fin à une situation qui ne permettait pas au pays de continuer sa marche dans l'histoire. Merci. On va rapidement mettre, avant de vous faire réagir par rapport justement à la justice, demander à Ilad Ag Mohamed. Ilad, est-ce que au sein du MNLA, vous seriez prêt à donner justement les gens, les présumés coupables qui auront revendiqué ces massacres également? C'est pas le MNLA qui va les donner, ils vont se donner eux-mêmes. Écoutez, si vous vous rappelez, c'est le MNLA principalement et la CEMA en général qui a demandé lors des négociations d'ouvrir une enquête internationale. Le MNLA ne peut pas abriter une seule personne présumée coupable de crime et laisser dans la rue des milliers de coupables, ou si vous voulez présumés coupables. Nous, on a déjà fait un travail technique avec des témoignages, beaucoup de choses. On a des centaines de militaires maliens qui sont coupables de beaucoup de crimes. Et des crimes de faciès, ils sont connus. Certains ont bénéficié des bourses de l'État pour aller étudier aux États-Unis d'Amérique. On sait très bien qu'ils ont commis des crimes. Donc il n'y a aucun problème, si vous pouvez être tranquille. Mais il n'y a pas de justice à double vitesse, comme l'ont y allé dire certains qui viennent de passer. Donc, en cas de besoin, le MNLA va mettre à disposition ces éléments-là. Mais c'est clair, ça je vous le promets. S'il y a un élément du MNLA qui est coupable dans ça il sera remis à la justice. Maintenant, je voulais parler un peu, permettez-moi, même si c'est pas l'objet du débat, c'est le mandat d'arrêt interne. Les mandats, il faut s'assurer que les mandats, dans quelles conditions ils avaient été élus au départ. Cette question doit être posée. Parce que je me rappelle, le gouvernement à l'époque a émettre des mandats. Souvent, les gens se posent la question, mais pourquoi cet individu fait partie? On se posait des questions. Est-ce qu'ils ont été émis dans les règles de l'art ou bien c'était aussi dans l'euphorie pour que le peuple dise que bon voilà, on veut arrêter des gens? Bon, ça, c'est juste, mais quand on parle d'un Mohamed Ag Ouadou Sen qui avait quand même des responsabilités claires et avérées au sein des djihadistes qui a été libéré, ce n'est absolument pas une erreur. Oh non, écoutez, ça c'est autre chose. Il y a des choses, franchement, je vais pas discuter de ça et ça. Ouadou Sen, tout le monde sait ce qu'il a fait. Il a été libéré. Qui l'a libéré? Je crois qu'il faut poser la question à ceux qui l'ont libéré. Ça, c'est autre chose. Ils sont à Bamako là-bas. Vous pouvez leur demander pourquoi il a été libéré. Il n'était pas le seul. Alors, nous allons rapidement donner la parole à Maître Yaro. Maître Yaro, alors, apparemment, la commission Vérité, Justice, Réconciliation a un très grand rôle à jouer, remonter les crimes de 1960 en même temps. Mais avant de répondre à cette question, permettez-nous de prendre quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au studio Tamani, l'attaque d'Aguelok. 5 ans après, nous faisons le point. Alors, Maître Yaro, la commission Vérité, Justice, Réconciliation, est-ce qu'elle s'apparente un peu au Gachacha rwandais qu'on a connu ou à la commission Vérité, Justice, Réconciliation sud-africaine, nous-mêmes, à celle ivoirienne, 1960 à nos jours, c'est quand même
très difficile, hein, surtout que certains des acteurs ne sont plus vivants, justement. C'est une tâche très difficile. Est-ce que vous pensez qu'on peut résoudre ces problèmes, notamment la Aguelok et bien d'autres, hein, avec la justice transitionnelle? Est-ce qu'elle peut se substituer à la justice classique à ce niveau-là? Non, la commission de vérité n'a pas vocation à se substituer à la justice. La commission de vérité est un des outils, c'est un des piliers, effectivement, de la justice transitionnelle qui, elle, est un processus plus vaste qui implique la lutte contre l'impunité. Et cette lutte contre l'impunité, elle doit être menée par la justice. La justice, elle, est un attribut de la souveraineté de l'État. C'est l'État qui exerce la justice, c'est l'État qui a la responsabilité de rechercher, de poursuivre, d'arrêter, de juger et de condamner dûment des personnes responsables de violations graves et massives des droits de l'homme. N'est-ce pas? Maintenant, l'État a signé aussi des conventions et l'État est effectivement dans d'autres ensembles qui promeuvent d'autres méthodes, d'autres Est-ce que catégories. Finalement ça devient une question de priorité? Est-ce qu'on va dire par exemple que Aguelok n'est pas une priorité pour l'État? Non, c'est-à-dire il y a lieu de ne pas faire l'amalgame. La commission vérité, elle est mise en place pour une période de 3 ans pour faire la lecture de notre histoire douloureuse de 1960 et au jour qui avait été indiqué à nos jours. N'est-ce pas? Donc il s'agit effectivement de remonter, de voir les cas. Mais la commission de vérité n'a pas vocation à juger ou à dire à telle autorité de juger telle ou telle personne. Maintenant, l'existence de la commission vérité n'exclut pas l'État, dans ses prérogatives régaliennes, de rendre justice dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Donc la justice est saisie de cette question d'Aguelok. Le rapport qui a été dressé par la Commission nationale d'enquête a été remis au chef de l'État en son temps et je crois que ça atterrit au niveau de la justice. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, ce n'est que mon avis. La justice n'est pas un plat qui se mange à chaud. Souvent, même quand on veut rendre justice, il y a des facteurs qui ne permettent pas une justice équitable, une justice impartiale. Parce qu'une justice impartiale suppose des enquêtes diligentes, approfondies et impartiales. Donc j'ai dit, par rapport à ça, des dispositions ont été aménagées dans l'accord qui lie les parties. Notamment l'accord pour la paix, la réconciliation issu du processus d'Alger. Mais maintenant, allez-y, continuez. Vous parlez de pardon, le pardon impérieux. Le Mali n'en a pas besoin. Parce que si c'est la réconciliation qu'on veut, l'histoire a montré qu'il n'y a pas de réconciliation vraie s'il n'y a pas de pardon. Mais il n'y aura jamais de pardon véritable sans justice. Le pardon impérieux, ça ne peut déboucher, comme l'a dit mon frère Ilad et M. Touré, ça ne peut déboucher que sur des haines larvées. Parce que ce que la commission vérité est en train de faire, la justice peut contribuer à cela par une justice impartiale qui donne des rétributions impartiales, correctes sur la base d'un procès équitable. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il ne sera pas question d'oubli du massacre de Aguelok. Il ne sera pas question d'oubli de toutes ces graves violations de Wonkoro, à Wo, à Kadiolo, etc., etc. Tout ça, on aura la possibilité de poursuivre parce que des conventions existent sur l'imprescriptibilité de ces formes de crimes et notre accord que nous avons signé, qui aujourd'hui est un outil très important, prévoit la non-amnistie de ces crimes. Voilà, la non-amnistie. Alors aujourd'hui, la CPI est en charge de ce dossier. Est-ce à dire que la justice malienne est incapable de gérer le dossier Aguelok, par exemple?
Bon, il faudrait que je rappelle ce que la CPI fait. La CPI, elle est saisie de 3 manières. On ne va pas entrer dans les détails. Mais elle intervient chaque fois que l'État parti ne veut pas ou ne peut pas. C'est-à-dire, lorsqu'on voit que l'État a l'intention de faire une sorte de parodie de justice, la CPI peut intervenir. Est-ce que la CPI peut s'autosaisir de ce genre de dossier, par exemple? C'est la 3e forme qui permet au procureur Fatou Bensouda, quand il y a des faits sur la base de la menace de la sécurité humaine, alors le procureur de la CPI peut se saisir du cas. C'est ce qui est arrivé en Libye, et je parle sous le contrôle de ceux qui sont là, et au Soudan. Ces pays-là ne sont pas membres en tant que tels de la CPI, du statut de Rome, mais les crimes odieux qui ont été perpétrés au Darfour ou bien ailleurs ont nécessité que la procureure de la CPI s'y intéresse. Mais dans notre cas, il y a eu la saisine de la CPI. Je vous disais tantôt, c'était le 12 juillet 2012. L'État du Mali a soumis les cas, c'est-à-dire on ne prend pas de façon séquentielle pour dire à la CPI enquête sur tel, laisse tel aspect. La CPI est saisie de cas et le cas du Mali est aujourd'hui pendant à la CPI. Et croyez-moi, des enquêteurs de la CPI, c'est-à-dire des membres du bureau du procureur, sont très fréquents au Mali dans le cadre des investigations. Donc on peut que ce soit à Aguelhok, que ce soit d'autres crimes. On peut logiquement dire que les enquêtes avancent. Les enquêtes avancent parce que, vous savez, l'imprescriptibilité et la non-amnistie des crimes dont j'ai parlé tantôt fait que ceux qui se sentent plus ou moins coupables de ce qui est reproché, ils ne peuvent pas déambuler à travers tous les pays. Il y a un autre dispositif sur le plan international qu'on appelle le principe de compétence universelle qui permet, même si le Mali a levé tel mandat. Donc on peut dire sans risque de se tromper qu'il y a des personnes déjà qui sont ciblées. Bon, vous savez, il faut beaucoup se méfier des mots comme ça parce que nous autres, nous avons cette déformation de présumer l'innocence d'abord. Merci, voilà, Maître. Il nous reste très peu de temps. Merci pour ces contributions très très fructueuses. Younoussa Touré de la CMFPR2, est-ce qu'il ne faut pas faire justement de ce genre de cas, un cas Aguelhok, un exemple pour éviter que cela se reproduise? Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout pour éviter que cela se reproduise finalement? Sinon, d'autres pourront se dire, bon, ceux-ci l'ont fait et voilà, on peut le refaire, il n'y a pas de problème. Non, je ne pense pas que l'idée peut venir à qui que ce soit de reproduire Aguelhok. En fait, ceux qui font des actes comme ça, en fait, c'est ceux qui, je suppose que c'est les mêmes gens qui ont fait l'acte odieux qu'on a suivi à Gao tout dernièrement. Il n'y a pas une très grande différence. Parce que là encore, on est tombé sur des soldats qui en réalité n'étaient pas sur un théâtre d'opération. Donc en fait, les gens qui font ça ne sont pas des gens qui sont dans la norme. Ce ne sont pas des gens qui sont dans la norme. Et pour éviter ça, peut-être que ça va être très difficile. Alors ce que moi je pense, pour éviter ça, ou pour donner vraiment peu de chance à des actes comme ça de réussir, c'est que effectivement les mouvements qui ne sont pas de ce genre, les mouvements qui ne pensent pas comme ça, les mouvements qui respectent les droits de l'homme, qui respectent les conventions de Genève, tout ça, que ces mouvements-là se démarquent de ces gens-là. C'est difficile aujourd'hui de faire la démarcation comme par la Moko. On dit que c'est la même chose. Nous savons que ce n'est pas la même chose. Gao a prouvé aussi que ce n'est pas la même chose. Donc il faudra que les mouvements fassent tout pour se démarquer de ces choses-là, en prenant sur eux la responsabilité d'assurer la sécurité
en tout cas d'appuyer vraiment la sécurité dans ces zones-là. Notamment à travers le mécanisme opérationnel de coordination. Iladag Mohamed, alors on a parlé de ce genre de cas de figure comme tactique de guerre pour faire peur à l'ennemi. Que faut-il faire aujourd'hui pour ne plus avoir des cas graves de violation des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire malien? Alors, franchement, la question est complexe, donc forcément une réponse complexe. C'est compliqué. Vous savez, il y a une guerre asymétrique qui est en train de se mener aujourd'hui un peu partout. S'il s'agit, moi je crois que c'est compliqué. Aujourd'hui, d'abord, il faut qu'il y ait un système de défense, un système de sécurité avec des grands moyens, avec une formation de taille à la hauteur, c'est-à-dire de tous les acteurs impliqués dans la sécurisation des territoires. Et un système judiciaire? Oui, un système judiciaire, c'est sûrement, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire d'ici là, le système judiciaire, d'abord, beaucoup de gens voient l'insécurité, au moment où je vous parle, ils voient l'insécurité comme une entrave à l'aboutissement de ce système judiciaire, mais d'ici là, il faut un peu créer un cadre de sécurité très fort pour d'abord que ça ne se reproduise plus. Si vous voyez que ce crime a eu lieu à Guelhok, c'est parce que les forces armées ont été combattues sur le terrain, n'ont pas pu résister. Donc il faut créer un système sécuritaire fort. Et ensuite, une fois qu'on arrive à l'apaisement, à l'accalmie et que les conditions le permettent, que la justice fasse son travail. Je crois que c'est les deux leviers qui doivent avancer de pair. Merci. Là, Belko Logem, un spécialiste en questions sécuritaires. Alors, que faut-il faire justement pour éviter que cela ne se reproduise dans le pays? Oui, c'est ce que les collègues de la CEMA... Le premier levier, je crois, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est effectivement arriver à mettre en place un système sécuritaire très fort. Système sécuritaire très fort où nous aurons des forces de sécurité capables de se défendre avec la formation nécessaire, les moyens nécessaires, n'est-ce pas? De sécuriser d'abord, de se sécuriser elles-mêmes d'abord, les forces de sécurité, parce que le problème c'est lui qui est venu de là, et ensuite sécuriser c'est lui que le pays. Donc sur le système de sécurité, nous nous rendons compte aujourd'hui les difficultés que la CPI a de venir enquêter, les difficultés de mise en œuvre de l'accord pour la paix, n'est-ce pas, la réconciliation. C'est que jusque-là, nous avons un système de défense qui ne fonctionne pas exactement. Et c'est ce qui fait que encore l'État pratiquement n'arrive pas à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Donc la première étape, c'est effectivement faire de sorte qu'il y ait un système généralisé, n'est-ce pas, de défense renforcé, fortifié en termes de formation, de capacité des personnes, mais aussi en termes de moyens techniques. Merci Belko Logem. En 30 secondes, Khalifa Yaro, que faut-il faire justement pour éviter ce genre de cas de figure encore? Non, il faudrait que les différents protagonistes de l'accord pour la paix et la réconciliation, issus du processus d'Alger, s'approprient cet accord. C'est un outil c'est très important. Je crois qu'il faut mettre de la bonne volonté. Et en plus, ce que mon frère Wologem a dit peut contribuer effectivement à renforcer les systèmes sécuritaires. Merci, Maître Yaro. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivie. Elle a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. À la mise en onde, Nouhoun Djiré. Gagny Kanté était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadé Touré. Merci à mes invités. À demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.